on savait qu'on arrivait sur un terrain miné et on savait qu'on n'allait pas se faire que des amis en proposant cette réforme. Mais c'est une forme de courage politique d'aller sur cette réforme aujourd'hui parce qu'on constate qu'il y a un déficit du système de retraite qui va arriver dès l'année prochaine, que ce déficit va être persistant pendant une quinzaine d'années et que ce sera 150 milliards d'euros de déficit cumulé, donc 150 milliards d'euros de dette. Selon l'un des scénarios tous les scénarios du corps disent qu'il y aura sur les 15 prochaines années un déficit du régime de retraite. C'est sur ce qui se passe après où il y a plus de doutes. Voilà, sur les 4 scénarios. Nicolas Simio, vous parliez d'une forme d'élargissement de la mobilisation. Mardi, vous avez vu qui dans cette manifestation? Quelle tranche d'âge? Plus de femmes que d'hommes? C'était équilibré? Des gens de Lyon, de l'extérieur? Qu'est-ce que vous avez vu comme nouveaux manifestants, j'allais dire, par rapport aux mobilisations précédentes, puisque vous soulignez qu'elles sont plus importantes? On a vu beaucoup de jeunes, on a vu des familles. C'était des choses qu'on avait un peu moins vues les fois précédentes. Mais j'aimerais quand même répondre sur l'utilité de cette réforme, si vous voulez bien, parce que on va revenir un peu plus tard. Oui, d'accord. Mais pour le coup, pour répondre à votre question sur la mobilisation, il y a eu plus de monde, et dans le plus de monde, c'était très très varié, beaucoup de gens qui j'ai envie de dire, papillonnaient dans la manifestation, pas forcément des personnes syndiquées, pas forcément des gens qui sont engagés dans la vie civile, mais des gens qui ont compris qu'un des droits des citoyens et une forme de citoyenneté, c'est d'aller défendre ses idées dans la rue et de montrer son mécontentement. Parce que, en l'occurrence, comme l'a dit le président Macron quand il a été élu, beaucoup de gens ont voté pour lui, non pas pour ses idées, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Il ne s'agirait pas de faire semblant que c'est le contraire. Dans le déroulement des manifestations, est-ce que ça se passe bien avec la police, puisque vous faisiez référence aux Gilets jaunes, à l'époque, il y avait beaucoup de critiques contre les forces de l'ordre, beaucoup de vidéos qui circulent encore, il y a des procès en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe mieux? Il y a des consignes qui sont données ou vous craignez des dérapages? On n'a eu aucun problème avec la police. Est-ce que c'est dû au nombre, à typologie des manifestants, parce que c'est plus élargi, du coup plus pacifique, plus encadré? L'organisation aussi, peut-être? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, les syndicats ont fait tout ensemble pour faire en sorte que ces manifestations se passent bien. La police semble agir dans la même optique, tant mieux. Et en même temps, vous signalez un risque de durcissement du mouvement. Est-ce que vous ne vous dites pas que, simplement pour calmer le jeu, le gouvernement devrait retirer cette réforme avant d'aborder le fond, ce qu'on fera juste après? Non, je pense... oui, le second tour a servi de barrage à l'extrême droite, mais il reste que Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle, est à 28%, et il fait un meilleur score qu'il n'a fait en 2017, et il reste quand même le résultat des élections législatives, où tout le monde avait connaissance de cette réforme et de ce choix du président de la République, qui voulait même aller jusqu'à 65 ans. Dans les discussions qu'il y a eu avec les syndicats, avec les partis politiques, on est revenu à 64, avec un certain nombre d'aménagements sur les carrières longues. Même de 63 lors du débat de l'entre-deux tours. Hein. Oui, mais il y avait les électeurs de gauche. Oui, il avait au départ dit 65, la formule qui était restée, c'était celle de 65 ans. Donc il y a ce choix est fait. Et il y a 90% des salariés aujourd'hui qui sont contre cette réforme et il n'y a pas une seule catégorie d'âge qui est favorable. Donc on peut très bien dire, il y a longtemps en parlant de tout ça, comment ça fonctionnait, mais on sait aussi bien que dans une élection législative, il n'y avait pas qu'une seule mesure, il y avait beaucoup de choses, et en l'occurrence, c'est d'une tradition française de donner une majorité au président. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est un projet soutenu. On observe que dans cette élection législative-là en particulier, il s'est passé des choses qui font que les Français n'ont pas souhaité donner une majorité absolue au président de la République, ils ont donné une majorité relative. Et c'est vrai que ce serait bien qu'il en prenne compte. Messieurs, pardon, on va quand même rester sur le débat sur la réforme, parce que l'émission ne dure qu'une demi-heure. Est-ce que Nicolas Simio, finalement, la bataille parlementaire pour y venir, est-ce qu'elle change quelque chose pour vous et vos mobilisations? Nous, on compte bien continuer à montrer, que c'est une réforme injuste, que c'est pas juste de prolonger l'âge de départ, que par ailleurs, expliquer dans un pays où il y a que 56% des plus de 55 ans qui sont au travail, expliquer à ces gens-là qui vont devoir travailler plus longtemps alors qu'ils sont déjà au chômage, qu'on a réduit les droits au chômage, donc on va créer des précaires jusqu'à la retraite et ensuite des retraites plus petites. Dire qu'il faut prolonger l'âge de départ, c'est hypocrite. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Emmanuel Macron. En 2019, effectivement. En 2019, quand le chômage n'était pas au même niveau. Entre-temps, 56%. On a le plus bas taux de l'Europe de taux d'emploi des seniors. Oui, taux d'emploi des seniors, 56% en France. Mais le taux de chômage était à un autre niveau en 2019. Et ce que disait Emmanuel Macron en 2019, c'est qu'il fallait d'abord résoudre la question du chômage, ce qu'on est en train de faire, vu qu'on est passé d'environ 10% à 7% aujourd'hui, et que c'est le plus bas niveau en 15 ans. Et ensuite... on pourrait discuter d'une réforme paramétrique comme on le fait aujourd'hui, mais il y a aussi un élément qui est arrivé entre-temps, c'est-à-dire que
en 2017, le rapport du corps disait qu'il n'y aurait pas de déficit d'ici 2035. Et le dernier rapport du corps de septembre 2022 dit qu'il y aura un déficit d'ici 2035 et qu'il faut le régler si on veut sauver notre système par répartition. Alors justement, pour répondre sur ce point-là, pour expliciter votre position sur cette réforme des retraites, de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des discours irréconciliables, que les deux parties ne regardent pas les mêmes chiffres, parce que d'un côté, on nous dit ça passe, de l'autre, on nous dit risque de faillite, avec parfois les mêmes références à ce fameux corps d'orientation des retraites à votre taux. Eh bien, en fait, le président du corps a dit il n'y a pas de dérapage dans les dépenses. C'est lui qui l'a dit. Donc, le problème ne vient pas des dépenses. Des recettes. Merci. Et du coup, on est dans le gouvernement, puisque vous dites qu'on a un problème de recettes, qui a fait 100 milliards de cadeaux aux entreprises. On en cherche 11. Alors, pour le 12, coup... précisément. 12, allez. Mais même c'est pas rien. 100 milliards, 12 milliards. Vous voyez un petit peu, donc en l'occurrence, quand on fait ce genre de choses, et puis par ailleurs, si on veut rentrer dans le dedans, si les salaires des femmes rejoignent ceux des hommes, c'est 5 à 6 milliards par an. Si on fait progresser de 10 points le taux d'emploi des seniors, c'est 50 milliards sur 9 ans. Et donc, du coup, même Michel-Édouard Leclerc a proposé une taxe sur les robots. Le seul problème, c'est que ce gouvernement, au lieu de faire preuve d'innovation, qui était quand même la Startup Nation de Macron, au lieu de faire preuve d'innovation, de réflexion, au lieu de faire ça, il fait payer cette réforme sur la vie, sur la santé des salariés, et il ne regarde jamais ailleurs. Et c'est là-dessus que nous, on est prêt à discuter. On veut bien travailler sur une pérennité du système des retraites, mais pourquoi faudrait que ce soit toujours sur les mêmes ? Alain de Moimran, le problème, c'est qu'on avait trois choix. C'était soit baisser les pensions, soit augmenter les cotisations, les taxes, soit reporter l'âge de départ à la retraite. On a choisi de ne pas augmenter les pensions, de ne pas baisser les pensions, de ne pas augmenter les impôts, parce qu'on est dans une période où le pouvoir d'achat des Français baisse, où l'inflation court et est de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, dire aux Français qu'on va augmenter leur CSG, comme l'ont fait les sénateurs de gauche, qui voulaient augmenter la CSG sur les pensions de 1 600 €, ce qui n'est pas franchement un niveau de vie très 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 élevé comparé à d'autres, ce n'est pas responsable et ce n'est pas acceptable et entendable par les Français. Je suis d'accord. Avec ça, je suis d'accord de dire on peut faire des choix. Le problème, c'est qu'en fait, faire travailler plus longtemps les gens, en fait, on les fait pas travailler, on augmente aussi on va augmenter le nombre de chômeurs. C'est calculé, c'est l'UNEDIC qui le dit, c'est pas moi. Premièrement. Deuxièmement, on va augmenter aussi le nombre de gens qui vont être malades. Donc ça va prendre dans les caisses de la sécurité sociale. Donc en fait, on fait pas tant que ça d'économie. Et ensuite, les entreprises qui font de la prévoyance, tous les salariés ont une prévoyance, en tout cas un certain nombre de salariés ont une prévoyance. Les entreprises qui font la prévoyance nous disent, si vous décalez de 2 ans l'âge de départ à la retraite, on va augmenter de 15% nos cotisations de prévoyance. Donc vous dites, ça fait des économies, en fait ça en fait pas tant que ça. Vous dites, ça fera pas des cotisations en plus, de toute façon ça en fera. Donc s'il vous plaît, arrêtez de rester avec vos œillères sur un système seulement, regardez concrètement la vie, plutôt que dans les bureaux bien dorés que nous pratiquons.